Après, toujours par rapport aux violences liées à la technologie, nous avons aussi parlé avec les survivants. Très souvent, c'était des jeunes entre eux. Parfois aussi, c'est des adultes, des personnes plus âgées sur des jeunes. Mais très souvent, c'était des jeunes. Donc, le fait de dire, mais oui, mais il faut aller à la police, il faut faire quelque chose et tout, c'était pas toujours ça la solution auquel, à laquelle aspiraient les survivants. Parfois, elles voulaient juste que ça s'arrête. Elle voulait juste être sûre que la vidéo n'allait pas ressortir 3 mois après et que après ça allait encore tout relancer ou que le futur employeur n'allait pas tomber dessus ou quoi. Donc c'était aussi travailler sur toutes ces choses-là. Euh, on a par exemple fait des études de cas pour montrer toutes les conséquences que peut avoir ce genre de violence. Euh, les, les, on a essayé de regarder dans la loi quels étaient les remèdes légaux, mais bon, au Congo, la législation sur les TIC est totalement obsolète. On a regardé du côté des, euh, des compagnies de télécom, des fournisseurs d'accès, si ils avaient des procédures, des politiques clientèle qui permettaient aux filles d'arrêter ces violences lorsqu'elles arrivaient. Donc on en a trouvé quelques-uns, pas d'autres. Certains n'étaient pas clairs parce que c'est des grandes compagnies qui travaillent à travers plusieurs pays. Par exemple, pour le Congo, vous allez trouver des politiques clientèle en anglais, où vous allez en trouver 4 ou 5 différents. Donc vous ne savez pas, vous, votre problème se situe lequel. Donc on a fait cette étude des cas et on a sorti des petites affiches, des affichettes en fait, pour dire, bon là, si ça arrive, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on est dans le processus d'en faire un site web. Le site web existe déjà, mais nous l'avons utilisé avant pour recevoir des témoignages. On voulait que les gens puissent témoigner de façon anonyme de ce qui leur était arrivé. Donc les sites web existent, on peut même dire où, quand, sur quelle technologie, est-ce on connaît les auteurs, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Oui, merci. Ok, merci. Oui, donc le site web existe, mais maintenant nous allons le redessiner pour qu'on puisse mettre pour chaque violence euh, quels sont les possibles recours et qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et donc nous avons lié ce travail avec bien sûr du plaidoyer sur la liberté d'expression, la vie privée, la politique nationale des technologies, de l'information et de la communication, pour être sûr que quand les lois et quand les politiques sur les technologies de l'information et de la communication vont être faites ou bien refaites pour celles qui ont besoin d'être refaites, qu'on prenne en compte également ce genre de violence. Donc ça, c'est pour la partie violence liée à la technologie. Mais nous avons un autre projet qui vise à utiliser la technologie pour répondre aux problèmes de femmes. Et par rapport à ça, nous avons mis en place un service d'information qui est basé sur une technologie mobile qu'on appelle Freedom Phone, freedomphone.net. Vous pouvez en savoir plus en allant sur Internet. Et donc c'est une plateforme mobile qui permet de lier la voix à un répondeur interactif. Ça veut dire que nous l'avons utilisé pour mettre en relation les victimes de violences sexuelles avec les centres de prise en charge. Parce qu'au Congo, on estime qu'il y a 50 viols par jour. Mais quand on regarde euh, le chiffre de celles qui vont aller à l'hôpital, qui vont avoir accès aux services qui existent, il n'y en a pas beaucoup. Donc on s'est dit, mais pourquoi déjà il n'y avait pas beaucoup de services, mais les rares qui existaient,
n'étaient pas utilisés. Certains de ces services nous disaient qu'ils avaient des médicaments périmés qu'ils étaient obligés de jeter parce que personne ne les avait utilisés. Et pour nous, c'était scandaleux. Donc, on a fait une étude exploratoire pour savoir qu'est-ce qui existe. Est-ce que les jeunes, nous, ça nous intéressait surtout les jeunes parce que 75% des victimes de violences sexuelles ont moins de 25 ans au Congo. Donc, oui, donc on voulait savoir, mais est-ce que ça existe partout? Est-ce que les gens connaissent ces services et qu'est-ce qui bloque l'accès? Et donc, on s'est rendu compte que pour la plupart des gens, c'était le fait que on ne pouvait pas se rendre dans ces services sans que le reste de la communauté ne sache que vous avez été violé. Parce que soit la personne qui travaille dans ce service est quelqu'un qui chante à la chorale avec vous à l'église, c'est quelqu'un qui vous connaît plus ou moins, soit c'est loin, donc vous devez trouver 2 jours et une explication plausible pour vous absenter pendant 2 jours, savoir qui va garder la maison pendant que vous n'êtes pas là et tout. Donc c'était vraiment des vrais problèmes, sachant qu'au Congo, quand on sait que vous avez été violé, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas une bonne fille, que vous êtes inutile, que votre mari va vous quitter, qu'il va, euh, qu'il, qui va vous laisser seul avec les enfants et tout. Et donc, c'est vraiment un vrai questionnement pour la personne euh, qui a été violée. Donc, elle ne veut pas qu'on le sache. Elle veut bien obtenir de l'aide et elle ne veut pas qu'on le sache. Et il y avait aussi le fait que ces centres-là de soutien aux personnes vivant, aux personnes survivantes de violences sexuelles ne, ne donnait qu'un soutien pour des violences qui étaient arrivées 3 jours jusqu'à 72 heures et maximum 120 heures, ce qui fait 5 jours. Donc il y a un traitement pour éviter d'avoir des IST, des infections sexuellement transmissibles, pour éviter de tomber enceinte. Mais tout cela devait se faire dans les 3 jours, maximum 5 jours pour certains centres. Et parfois, ça prenait du temps aux survivantes pour mettre en place tout le mécanisme qui permettrait d'aller vers ce centre sans qu'on sache qu'elles y allaient. Donc, ce service d'information donc, permet de donner l'information, de mettre en relation. Nous avons une cartographie, nous avons travaillé sur 3 provinces, donc Kinshasa, Nord Kivu et Sud Kivu à l'est du pays. Nous avons une cartographie et la personne peut appeler le numéro, on lui donne le centre le plus proche et on lui dit quel type de service elle peut trouver là. Donc, il y a des centres qui sont en rupture de stock, donc ça ne sert à rien de se déplacer, il n'y a pas de stock. Il y a des centres qui n'ont pas de psychologue, par exemple. Si elle arrive 5 jours après et qu'elle pense qu'elle n'a pas de problème médical comme tel, mais qu'elle aimerait. Ah, désolée. 3 minutes. Oui, 3 minutes. Oui, donc nous avons utilisé la technologie pour répondre à un vrai problème avec 300 personnes sur le terrain qui faisaient de la sensibilisation pour faire connaître les violences sexuelles parce que on a l'impression que tout le monde sait c'est que c'est une violence sexuelle, mais c'est pas évident. Il y a des gens qui se disent juste, ah mais bon, peut-être que c'était pas une violence, peut-être que je me suis imaginé des choses, peut-être que c'était de ma faute, etc., etc. Donc, les 300 personnes font ce travail sur terrain pour faire connaître le numéro. Nous avons une stratégie particulière pour les élèves à l'école. C'est une stratégie qu'on appelle la lettre. J'ai amené deux lettres que j'ai mis là juste pour vous montrer. Donc c'est un peu, c'est une lettre comme un témoignage et les élèves l'étudient, font une discussion autour en classe et répondent à un questionnaire qui est à la fin. Donc on avait trouvé que c'était une façon innovante
de présenter le projet. Mais le but, c'était de connaître le numéro, de faire du numéro le numéro auquel la femme, la survivante, pense en premier quand ça lui arrive. Et la plateforme technologique nous permet, par exemple, de savoir combien de fois le même numéro appelé. C'est un peu pour savoir est-ce que c'est la même personne qui appelle ou est-ce qu'elle partage son téléphone avec quelqu'un d'autre. La plateforme technologique nous permet de savoir combien de minutes, combien de temps elle a passé sur chaque numéro. Parce qu'on va vous dire, par exemple, si vous voulez savoir quelles sont les 3 choses à faire rapidement quand vous avez été violé, appuyez sur le 1. Si vous voulez savoir obtenir de l'aide juridique, le 2 et tout. Et donc, on voit que le même numéro passe très souvent sur tous les numéros, mais parfois ça tarde sur l'un parce que c'est ça le plus important. Et on avait prévu, parce que la plateforme technologique permet de faire de la géolocalisation, de savoir d'où nous vient cet appel. Mais nous, dans le cadre du projet, on a décidé de ne pas faire de la géolocalisation parce que on a commencé le projet dans une période où le gouvernement n'acceptait pas très bien le fait que les organisations de femmes continuent à parler des violences sexuelles. Donc, ils voulaient présenter la chose comme étant c'était un problème, on a travaillé et maintenant la guerre est finie et tout, donc il n'y a plus de violences sexuelles. Et donc, beaucoup d'organisations de femmes on leur demandait de prouver qu'elles avaient autant de nombres de violences. Donc, ça voulait dire briser la confidentialité, qui est vraiment l'élément clé de notre service. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous, on a caché les numéros pour prévenir le fait qu'on ait à prouver, par exemple, qu'il y a 300 personnes qui nous ont appelés ce mois. Mais si on le veut, on peut voir et on peut agir. Par exemple, si en une semaine, on a soudainement 50 appels qui nous viennent tous d'un endroit, on a des gens sur terrain qui vont essayer de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde nous parle d'un marché, j'ai été violée dans un marché, on va essayer de voir localement. On ne va pas aller chez le ministre pour trouver une solution, mais on peut aller auprès du directeur du marché ou quelqu'un sur place pour dire y a-t-il quelque chose à faire parce qu'on a reçu beaucoup d'appels provenant, parlant de cet endroit. Donc voilà un peu comment on travaille. Merci. Merci.